Bonjour, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de janvier et comme vous l'avez vu dans la miniature, j'ai lu que des pavés. Donc j'ai quand même très peu lu en termes de nombre de livres, mais les livres étaient volumineux pour la totalité. Et donc ce bilan lecture va être très rapide. Essentiellement, j'ai respecté quelques objectifs de 2024 que je m'étais fixé, à savoir lire des pavés, continuer mes sagas. Donc plutôt cool. Le seul objectif que j'ai pas rempli, c'est en termes d'essais. C'est pas grave, ça sera un objectif pour février et les mois à venir. Mais déjà, j'ai sorti des grosses briques et c'est que des sagas commencées ou des sagas avancées. Donc trop cool, vraiment. Bref, en termes de statistiques, sur les 5 livres lus, il y en a 3 écrits, oui parce que j'ai lu que 5 livres. Il y en a 3 écrits par des femmes et 2 écrits par des hommes et c'est le même auteur, vous me voyez arriver. Donc plutôt un ratio féminin. Et par contre, en termes de genre, c'est totalement pas diversifié puisque j'ai lu 4 livres de SFFF et un livre à peine de littérature blanche. Comme je l'ai indiqué, que des livres qui font partie de saga. Bref, je vais commencer par les livres du coup de SFFF, puis le livre unique de littérature blanche. Comme vous vous en doutez, avec 5 livres et des suites de saga, ce bilan lecture va être tout petit. Mais c'est pas grave, je sais qu'au mois de février, je vais davantage lire de petits livres et des livres divers, des livres d'essais, etc. Ma palle est déjà programmée, donc je sais qu'il y aura beaucoup plus de diversité dans mes lectures et du coup dans ce que je vais vous présenter. J'ai ouvert l'année avec un pavé, que dis-je, une brique, et c'est donc le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Je vais pas en parler très longuement parce que j'ai fait un vlog consacré à ma découverte de cette brique. Un vlog long que vous trouverez sur la chaîne puisqu'il fait quasiment 1 heure. Et pour faire très simple, j'ai adoré l'univers, vraiment. L'opposition entre les légendes de l'Est et de l'Ouest, entre les deux conceptions des dragons en Orient et en Occident. J'ai trouvé ça incroyable, surtout que cette dualité, cette opposition qui en fait est une complémentarité, on la retrouve dans tout le livre, dans toute l'histoire, avec aussi une dualité dans les formes de magie qui rappellent en fait ces deux formes de dragons, de mythes autour des dragons. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait certains personnages qui étaient attachants. Lot, toujours dans mon cœur. Notre point positif, j'ai beaucoup aimé la représentation des personnages féminins qui étaient fortes, chacune à leur manière, qui étaient intéressantes, qui étaient en fait les héroïnes de ces histoires. Même si mon personnage préféré reste un personnage masculin, en fait il est plus secondaire et c'est quasiment le seul personnage masculin qui a une part aussi importante dans le récit. J'ai bien aimé les relations homosexuelles et lesbiennes qu'il y avait dans le livre. Donc voilà, en termes de représentation et de représentativité, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai moins aimé, mais encore une fois ça a été une très bonne lecture, une très bonne première lecture de l'année. J'ai trouvé que les intrigues étaient facilement résolues, que c'était pas très complexe comme en jeu, qu'en l'espace d'un paragraphe on avait résolu un truc qui d'après moi aurait pris normalement beaucoup plus de temps pour être résolu. Voilà, tout était un petit peu facile, peut-être un côté très young adult dans la manière dont le récit est formé et narré, je sais pas trop. Et autre point négatif, j'ai pas trop aimé certains personnages principaux, notamment Sabran, toujours pas les prononciations. Donc voilà, ça reste une bonne lecture, c'est une brique. Est-ce que je vais lire le préquel? Oui. Quand? Je sais pas, parce que si aussi gros, a priori il sort en poche, là bientôt, en avril, je sais plus. Donc voilà, un début de saga du coup en 2 tomes, une sorte de duologie, c'est pas vraiment une duologie, parce que là on a toute l'histoire mais avec un préquel. Ah, je vais considérer ça comme une saga. Deuxième saga que j'ai avancée et pas des moindres, donc La Roue du Temps, tome 19 et 20, donc ici on est dans l'intégrale le 10. Le 20 est tout petit, le 19 un peu plus gros, mais toujours
ensemble, ça fait quand même une belle brique de plus de 1000 pages. Voilà, les deux ensemble, ça fait 1000 pages. Quoi vous dire qu'à part que je me suis ennuyée comme jamais avec le tome 19, est-ce que ce n'est pas le pire tome de la saga? C'est possible, vraiment, il ne se passe rien. Rien du tout. En 500 pages, il arrive à nous résumer tout ce que l'on sait sur les derniers tomes que nous avons lus. Bah, sauf qu'on les a lus, on le sait. Franchement, je me suis ennuyée. C'était lent, il se passait rien du tout. J'ai vraiment détesté. Et c'est assez marrant parce que dans une des dernières vidéos dans laquelle je mentionnais La Roue du Temps, je vous disais que le tome 9, c'était ma lecture préférée de cette deuxième partie d'année 2023. Et là, j'attaque l'année 2024 en vous disant que le tome 19 est un tome vraiment ennuyant, très lent. Dans le tome 20, il se passe quelques petites choses, mais c'est pas transcendant, vraiment pas. Dans le tome 20, les aventures de Matt, de Perrine et de Rand suivent leur cours. Voilà, ça fait je sais pas combien de tomes que Perrine veut sauver sa femme. Franchement, qu'il la sauve et qu'on passe à autre chose. Vraiment. J'aime bien l'histoire qui se joue entre Matt et Tuum, la fille de l'impératrice des Seanchaniens. Et ça, j'aime vraiment beaucoup les intrigues que ça promet. Elaine, Nineveh, voilà, ça se passe de mots, tout ça. Par contre, les intrigues de la Tour Blanche, c'est vraiment exceptionnel. Ce qui se passe, cette scission en 2 tours, les intrigues autour d'Egwene, ce que ça nous promet, j'adore. Et pour avoir commencé le tome 21, ça continue et ça continue sur les chapeaux de roue. Vraiment, le début du tome 21 est vraiment parfait. Donc on va dire que c'était un creux, voilà, et que la suite va être à la hauteur de la fin de ce tome 20. On croise très fortement les doigts. Mais si, en tout cas en fantasy, les longueurs ne vous font pas peur, allez sur La Roue du Temps parce que c'est reste une de mes sagas chouchou. En tout cas, je suis très contente de la retrouver pour une intégrale par mois en audio, vraiment. Et ça accompagne mes trajets domicile-travail. J'aime beaucoup. Et dernier livre de SFFF que j'ai lu au mois de janvier. Et pareil, c'est une brique. Parce qu'il fait 1100 pages. Il est largement plus gros que, quasiment 200 pages de plus que le Prieuré de l'Oranger, mais beaucoup plus léger. Donc bref, il s'agit de Köchiel, le tome 2, ici l'élu, écrit par Jacqueline Carré, que j'ai lu en lecture commune avec Morgane. Et c'était bien, vraiment c'était trop bien. Donc on suit toujours Phèdre, qui est une courtisane au service de Nama, une déesse érotique, on peut le formuler ainsi. Et elle est élevée, dans le tome 1 on apprend tout ça. Et du fait de son éducation particulière, elle a un peu un rôle d'espionne ou un rôle politique important dans le royaume d'Isandre, voilà, dont elle a sauvé le royaume dans le tome 1. Et ici, dans le tome 2, elle est confrontée à son ennemi du tome 1 qu'elle doit débusquer, donc à savoir Mélissande, qui est un personnage parfait, enfin un personnage qu'on adore détester, qui est super intelligente, super rusée, qui est motivée par son ambition, mais qui a aussi des valeurs qui lui sont propres et qu'elle expose du coup dans ce tome numéro 2. Et donc Phèdre va aller débusquer Mélissande, qui lui a tendu un piège en lui envoyant son manteau sanguinoire, donc d'un rouge sanguinoire, qui a une histoire, en fait, ce manteau important entre les deux et qu'on avait vu dans le tome 1, bref je vous passe les détails. Et en allant débusquer Mélissande, elle tombe dans un complot politique. Moi j'aime bien tout ce qui est complot politique dans les livres de fantasy, et donc elle va devoir le débusquer, et on est reparti comme en 40, ou en tout cas comme dans le tome 1, avec les aventures géopolitiques de Phèdre et ses manières de courtisane et le rôle du sexe et du consentement sexuel dans les intrigues géopolitiques. Cette fois-ci, on va à la Serenissima, qui est Venise. On passe par l'Italie, donc l'Italie avant que ça soit un pays fédéré. On passe par Marseille, qui s'appelle Marsychios, je crois. Alors j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. J'étais trop contente d'y retourner. J'ai adoré les deux premiers tiers du livre, après un petit peu moins. Et on n'est pas du tout d'accord sur l'analyse avec Morgane. Moi, ce que je reproche à ce tome 2,
c'est la construction très symétrique. Avec le tome 1, on a les mêmes événements qui s'enchaînent, certes pas aux mêmes endroits, pas avec les mêmes personnes, mais la trame reste sensiblement la même. Et de ce fait-là, j'avais deviné, moi qui devine jamais rien, des événements importants du tome 2, notamment où était Mélissande. J'avais su. Bref, donc j'ai trouvé ça un peu dommage, cette construction symétrique avec le tome 1, parce que les surprises, ça reste des surprises, on s'y attend pas totalement, mais on sait qu'à ce moment-là, il va y avoir une surprise, ou on s'attend qu'il va y avoir un retournement de situation sans savoir lequel. Et donc je trouve que ça m'a empêché d'avoir un coup de cœur aussi important que pour le tome 1. J'ai passé un très bon moment de lecture, vraiment, c'est 1000 pages, quasiment 1100 pages. On les voit pas passer parce qu'on est à fond dans l'histoire. L'écriture est intéressante, on a envie d'y aller. Et mention spéciale à ces deux personnages féminins, 3 si on compte Isandre, qui s'affrontent sur le terrain géopolitique de ce qui ressemble à l'Europe. Et avec une ruse, une intelligence, et c'est ça qui est mis en avant beaucoup plus que leur charme physique et leur appétit sexuel. Et quand on parle de sexe, on parle beaucoup de relations polyamoureuses, de relations LGBT, et surtout de consentement. Et il y a des pages et des pages sur le consentement. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper important. Le livre est écrit en 2002. Enfin, je ne sais pas, voilà, ça a 20 ans. Et je trouve ça hyper moderne. Donc j'ai hâte de lire le tome 3 pour finir la première trilogie dans l'univers qu'a créé Jacqueline Carré. Et on passe donc maintenant à l'ultime lecture de ce mois de janvier, qui est aussi une suite de saga, mais cette fois-ci en littérature blanche, que je lis peu en fait, mais j'étais contente de continuer et de retrouver. Il s'agit du tome 2 de la saga des Casalets, écrit par Elizabeth Jane Howard, et ici le titre c'est À rude épreuve. Autant le tome 1 était très descriptif, très long pour entrer dans les personnes, enfin pour bien saisir qui était qui, les relations familiales, les relations avec les domestiques, etc. Il y a un peu les tenants et aboutissants. Autant dans ce tome 2, j'ai moins eu de mal à y rentrer, à me rappeler des personnages. Tout de suite j'étais dans le bain et j'ai été très étonnée parce que je me rappelais plus de la facilité avec laquelle j'allais lire ce livre. Je savais que le tome 1, le début, j'avais eu un peu de mal. Je l'avais écouté en audio et aussi en parallèle, je l'avais lu pour l'avancer beaucoup plus vite. Et là, pas du tout, je l'ai juste lu et je l'ai lu hyper vite. Je l'ai lu en 3 week-ends. La semaine, je lisais que Shell. Le week-end, je lisais la saga des Casalets. Et donc ici, on commence 1939, septembre 39, et on finit en hiver 41. Donc on est quand même sur une période temporelle assez courte de 2 ans. 2 ans pendant lesquels la Seconde Guerre mondiale a commencé et pendant lesquels le Royaume-Uni est quand même peu touché, même si après vers 40 il me semble qu'il commence à y avoir le Blitz. Mais en tout cas nous on va suivre les filles de la 3e génération, donc les petites filles, celles qui ont entre 14-15 ans et 18 ans, donc on va suivre Louise, l'aînée, Clary et Polly. Et de temps en temps, on a des chapitres sur toute la famille où là, on va suivre les parents, les grands-parents, les maîtresses, les amants, les implications d'adultes. Mais très souvent, on suit ces 3 jeunes filles. Et donc pour Clary et Polly, elles sont dans la maison de Home Place, dans la campagne anglaise. Et en fait, ce qui, moi, m'a marqué, c'est l'ennui et le fait qu'il ne se passe rien. Leur pays est en guerre. Nous, quand on pense à la Seconde Guerre mondiale, on pense plein d'événements, de combats, etc. Et elles, dans leur quotidien de jeunes filles riches, il ne se passe rien. Et c'est hyper déstabilisant l'écart qu'il peut y avoir entre le vécu de ces jeunes adolescentes et ce qui se passe dans le monde à ce moment-là. Et en même temps, c'est très révélateur de la société occidentale de l'époque. C'est très révélateur de la variable de genre dans ces questions de guerre. C'est là très révélateur aussi de la variable de l'âge. Elles sont trop jeunes, elles sont considérées comme trop jeunes pour être mises au courant des tenants et des aboutissants en lien avec cette guerre. Et c'est d'ailleurs une question qui va être posée entre Louise et son amie, parce qu'elles n'ont pas le même mode d'éducation, leurs parents les éduquent pas de la même manière.
l'amie de Louise est plus responsabilisée sur ces questions-là. Et j'ai vraiment bien aimé en fait suivre les 3 points de vue de ces enfants qui ont leurs préoccupations, une mère malade, voilà, et la guerre rentre par la petite porte de temps en temps avec des personnes qui meurent, des événements liés à ça. Mais la plupart du temps, pas tant que ça, à part les restrictions alimentaires ou les restrictions d'essence. Donc j'ai vraiment apprécié ce tome-là pour ces éléments-là. J'ai vraiment aimé retrouver cette famille. Surtout, comme je vous le disais au début, j'avais les personnages en tête, donc du coup c'était beaucoup plus facile de naviguer avec eux. Et souvent, on suivait qu'une seule narratrice pour une longue période, donc c'était plus simple quand elle disait ma mère, mon père, de savoir à qui elle faisait référence. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que je me dis que du coup, on va commencer en mars 32, comme on a le premier chapitre dans le tome 2. Et donc, je pense que la guerre va s'intensifier et peut-être, j'ai pas regardé le découpage temporel, mais du coup, peut-être qu'on va aussi être dans la période d'après-guerre, de reconstruction, etc. La question de l'entrée en guerre aussi des Américains, ça va être, je pense, intéressant. Et encore une fois, le décalage très bourgeois, très genré, très en lien avec l'âge entre la petite histoire et l'histoire du monde à ce moment-là est très intéressant à lire. Vraiment, j'ai bien aimé y retourner. En général, au mois de janvier, peu de lectures, mais des bonnes lectures. Donc j'étais contente. J'aurais aimé lire plus, c'était pas possible. En même temps, je me suis lancé des défis à lire les plus gros livres de ma pile à lire. Et je suis très contente d'y avoir réussi, de l'avoir réussi. Et surtout d'avoir avancé des sagas. Que ce soit La Roue du Temps, la saga des Cadolets, puisque ça faisait quand même 6-7 mois, je crois, que j'avais lu le tome 1. Donc voilà, ça avance, je suis contente. Et le principal, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à lire et c'était du temps de qualité. Parce que j'ai vraiment aimé mes lectures et je me dis que ça, c'est le seul indicateur en fait qui est important pour moi. Sur ce, et sur cette belle parole, je vais vous remercier encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, de me soutenir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ce que vous voulez, ou par exemple votre meilleure lecture du mois de janvier. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous!